Coup double pour le Brésilien Ayrton Senna, vainqueur ce soir du Grand Prix du Brésil. Deuxième succès consécutif de la saison et première victoire à domicile de sa carrière. Alain Prost se classe quatrième. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Bonsoir. L'insurrection gagne du terrain au Mali où les manifestations ont encore fait de nombreux morts aujourd'hui. Un calme précaire règne à La Réunion malgré l'incendie cette nuit de la villa du directeur de RFO. Enfin, le grand témoin du 19-20 ce soir, M. Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale et qui commande donc l'actualité du jour. Une actualité chargée de sang et de violence au Mali où l'on fait état ce soir de 150 morts en 3 jours. Alors que l'opposition a lancé un mot d'ordre de grève générale illimitée, de nouvelles manifestations se sont déroulées cet après-midi à Bamako. Manifestation une nouvelle fois réprimée avec une extrême violence. À Bamako, la correspondance de François-Xavier Harispe. Les tirs des forces de l'ordre contre tous les attroupements se sont poursuivis aujourd'hui à Bamako, où des cérémonies avaient été organisées dans les cimetières pour y enterrer les victimes des événements des 2 derniers jours. Par centaines puis par milliers, une foule de Bamakois s'est dirigée cet après-midi vers le petit cimetière de Nyarela pour y enterrer ses morts. Silencieux, extrêmement recueillis, ils ont formé une haie d'honneur pour laisser passer les corps des victimes. Presque à la même heure, les forces de l'ordre mitraillaient le cimetière du quartier de Hamdalaï, où une cérémonie comparable devait se tenir. 2 heures auparavant, même scénario au cimetière de Nyarela où 2 blessés graves au moins ont été emmenés par la Croix-Rouge. Enroulés dans des nattes en raffia, certaines aussi petites que les cadavres qu'elles contiennent, quelques corps ont été enterrés dans le silence et la prière. Mais qui va arrêter ce carnage, m'ont demandé de nombreux Maliens aujourd'hui. Les militaires sont fous, disent la presque totalité de nos interlocuteurs. Cette folie aura en tout cas fait au moins 150 morts ces 2 derniers jours. Il faut y ajouter encore 7 morts ce matin, et nul ne sait ici quand va s'arrêter l'hécatombe. Bamako, François-Xavier Harispe, AFP Audio. Le premier avion en provenance du Mali est arrivé ce matin à Paris. Les premiers témoignages ont tous rapporté l'horreur de la répression policière. Témoignages recueillis par Philippe Pister. J'étais assez choquée. Il y avait plein de petits-enfants au milieu de la rue qui arrangeaient des barrages. Ils avaient peut-être 5, 8 ans, 10 ans. Et il y a un tank militaire qui est arrivé, mais qui fonçait directement sur eux. Et puis tout d'un coup, on voyait 30 enfants partir dans tous les sens. Ils tournent en camion, ils descendent des camions, et puis ils voient un attroupement, ils tirent. En fait, il n'y a pas beaucoup de sommations, d'après ce que j'ai vu. Mais c'est surtout des camions qui circulent. J'ai pas vu de chars lourds, j'ai vu des automitrailleuses, des transports de troupes blindés, mais pas de... Quand on vous parle de 80 morts en 2 jours, ça vous semble plausible? Ah oui, j'en suis même, à mon avis, c'est plus que ça. On sait un petit peu quand on discute avec des adultes, qui disent, bon, si nos gamins se battent, nous on va pas tarder à aller avec eux. Hein. C'est un petit peu l'ambiance, une tension, et les gens sont prêts à partir avec les enfants. Hein. Ce sont surtout les jeunes qui sont dans la rue. De 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans, mais c'est très très bien organisé. Hein. Au point de vue organisation, toutes les mouvements de groupe se font tous vraiment avec un chef, et tout petit groupe a des cibles bien précises. Ils ont brûlé les stations de service de parlementaires, de ministres, hein, tenus par des gens du pouvoir. Hein. De l'avis de tous les gens du Mali, ils disent, bon, Moussa a trop fait, ça ne pourra pas continuer, quoi. Les gens, je n'ai pas l'impression que les gens lui pardonnent la mort de tous ces jeunes. Hein. Alors Laurent Fabius, on vote enfin au Bénin aujourd'hui, mais on tue toujours. Au Mali, l'avènement de la démocratie reste douloureux en Afrique. Au Mali, ce n'est pas du tout la démocratie, et tout ce qu'on connaît comme témoignage direct, c'est le carnage et l'hécatombe. Et donc, il faut dire de la façon la plus claire qu'il faut arrêter ça, que ce qui est fait par le président Moussa Traoré là-bas est inadmissible, et qu'on n'a pas le droit de faire tirer sur des enfants et finalement sur un peuple. Alors, je sais bien que les origines de tout cela sont multiples, à la fois la pauvreté et le sous-développement. Mais avant toute chose, il y a le manque de démocratie, et même l'absence de démocratie. Et comme Français, nous devons à la fois demander que ces carnages s'arrêtent et qu'on aille vers la démocratie. Ça, c'est le message de la France. Alors quand vous dites qu'il faut arrêter ça, la France peut intervenir aujourd'hui ? Je ne crois pas que la France doive directement intervenir, mais la France a, on le sait bien, traditionnellement des positions fortes en Afrique noire,
et puis elle a un message à faire passer, et ce message très ferme, il est celui des droits de l'homme, de la démocratie et de l'arrêt de ces carnages. Et la France peut-elle au moins mener une action diplomatique pour obtenir l'autorisation d'entrée pour des missions humanitaires qui sont toujours interdites? Il y a beaucoup de Français là-bas, vous le savez. Actuellement, ce sont les vacances, donc il y a beaucoup de Français qui sont en France. Mais je sais que les contacts ont été pris, que le Quai d'Orsay a fait un certain nombre de déclarations et d'actions, et bien sûr, nous devons être aux côtés de notre gouvernement dans tout cela. Mais avant toute chose, arrêter les carnages et aller vers la démocratie, c'est ça la seule voie possible. Dans le Golfe, Bagdad serait ce soir une ville en état de siège. Selon la radio d'opposition irakienne, des soldats de la garde républicaine auraient pris position autour du quartier général du président Saddam Hussein. Rumeur de coup d'État à Bagdad. Commentaire de Claire Sébastien. À 470 km de Bagdad, en plein Kurdistan irakien, les rebelles au régime de Saddam Hussein ne se cachent plus. Ils tiennent les villes et les campagnes et organisent le ravitaillement de la population. Les chefs locaux des Peshmergas, les combattants kurdes, ont déclaré s'être emparés d'usines de fabrication d'armes chimiques ainsi que de nombreux chars et d'armes lourdes appartenant à l'armée loyaliste. Puissamment armés, résolument déterminés, les rebelles kurdes pourraient mener une offensive finale vers Bagdad. Voilà ce qui inquiète Saddam Hussein. L'opposition irakienne à Damas fait état d'importants mouvements de troupes dans la capitale où de violentes manifestations auraient eu lieu pour demander la démission du président irakien. De leur côté, les rebelles chiites ont subi de lourdes pertes humaines à Nadjaf et dans les villes du sud. Les combats auraient gagné aujourd'hui les faubourgs chiites de Bagdad. Et la rébellion irakienne a vaincu ce soir dans le nord de l'Irak une division entière des troupes loyalistes. Sachez que l'effectif normal d'une division irakienne est d'environ 12 000 hommes. Monsieur Fabius, quelle voie maintenant de salut pour Saddam Hussein? J'espère qu'il n'y en a aucune. Car le seul service qu'il peut rendre à son peuple, lui qui l'a martyrisé, c'est de quitter le pouvoir. Mais je tire une leçon de ce qu'on a vu en Afrique et de ce qu'on voit en Irak, dans des circonstances très différentes. C'est que nulle part, il n'est possible de réussir le développement et la paix sans la démocratie. Ça, c'est la grande leçon de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors l'Irak subit actuellement une catastrophe économique et humanitaire que la levée de l'embargo alimentaire décidé par l'ONU ne pourra pas résoudre rapidement. À Marseille, la communauté musulmane organise depuis plusieurs semaines des collectes pour porter secours précisément à la population irakienne. Reportage sur place de Béatrice Nivois. La communauté arabe à Marseille, c'est 90 000 personnes, en majorité d'origine maghrébine. Animée pendant le conflit d'abord d'un sentiment de peur, puis ensuite d'injustice, elle a aujourd'hui envie de s'exprimer. Comme Kader ou Fadila, membres de l'association Perspective et Solidarité arabo-musulmane, certains volontaires collectent des fonds afin d'envoyer des médicaments en Irak, ceci grâce à la Croix-Rouge et son homologue arabe. Depuis un mois, les membres de l'association se partagent rue, voisinage, commerce. Aujourd'hui, la collecte a rapporté quelques 2000 francs. Je ne vois pas pourquoi on viendrait au secours des Roumains, on viendrait au secours des peuples qui sont persécutés, etc. Et pourquoi pas la population civile irakienne, c'est une population comme une autre. Et puis moi je ne fais pas de distinction entre une communauté ou l'autre, quoi. En tout cas, on sait qu'il y a des victimes civiles de la guerre. Et donc c'est une manière d'affirmer un peu notre position. Je pense que c'est surtout pour ça. Pourtant, Kader ou Fadila se heurtent quelquefois à la réticence de certains commerçants qui ont peur de ne plus pouvoir travailler avec les grossistes. Installé depuis 20 ans à Marseille, Nourdine Tella tient un petit restaurant. Il a tout de suite accepté de participer à l'opération et à ses yeux, pendant le conflit, le comportement de sa communauté a été exemplaire. On a tout le temps parlé d'intégration et je crois que ça c'est la meilleure forme d'intégration. La communauté musulmane, et en particulier maghrébine, parce que c'est elle qui est beaucoup plus touchée par ce problème, elle a prouvé quand même que c'est une communauté qui est mûre, qui est majeure, et dans les moments difficiles, de savoir se tenir, de se comporter comme n'importe quel citoyen de ce pays. Aujourd'hui, la communauté arabe à Marseille, comme partout en France, se sent mal, partagée entre la fidélité qu'elle ressent pour son pays d'accueil et son profond attachement à ses origines. La communauté musulmane a eu un comportement exemplaire, M. Fabius? Oui, dans tous ces événements du Koweït et de l'Irak, les diverses communautés
ont eu un comportement exemplaire, prouvant que l'intégration, même s'il faut encore la parfaire, l'intégration, c'est une bonne réussite en France. Et moi, je pense que par rapport à des thèses d'exclusion et de haine qu'on entend très souvent, le comportement de ces communautés a été tout à fait remarquable. Mais ça, c'est la tradition de la République. La République, c'est pas une addition de communautés. La République, c'est la laïcité, le respect des droits et des devoirs. C'est ce qu'on a vu dans ces reportages. Nous allons maintenant ouvrir le chapitre concernant l'île de la Réunion où règne désormais un calme précaire. La nuit dernière encore, des manifestants ont incendié et pillé la villa du directeur de RFO. La télévision, vous le savez, a été l'un des détonateurs de la crise actuelle. Le point à la Réunion avec Alex Pascal. Quelques heures seulement après la visite éclair de Michel Rocard à la Réunion dimanche dernier, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont repris de plus belle à Saint-Denis. Toujours le même scénario, jet de galets contre grenades lacrymogènes, voitures incendiées et scènes de pillage dans plusieurs magasins. Et pour la première fois en fin de semaine, des coups de feu ont été tirés par les émeutiers. 4 membres des forces de l'ordre ont été atteints par des plombs au moment où les manifestants incendiaient hier soir la villa du directeur de la station de RFO Réunion. Je tiens à dire ma vive indignation contre cette atteinte à la liberté de la presse, car c'est bien de la liberté de la presse qu'il s'agit lorsqu'on s'attaque aux journalistes. Pour notre part, non seulement nous ne nous sommes jamais élevés contre quelque télévision que ce soit, officielle ou officieuse, existante ou à créer, bien au contraire, nous n'avons cessé de dire, et je le répète, que nous sommes favorables à un élargissement du paysage audiovisuel outre-mer. Dans le même temps, et pour la première fois, les jeunes du quartier populaire du Chaudron s'exprimaient devant la presse. Ils souhaitent le retour au calme sous conditions, départ des forces de l'ordre, libération des jeunes emprisonnés et une rencontre avec les autorités et les élus. Un dialogue que ces jeunes ont tenté de nouer avec Danielle Mitterrand, la présidente de la Fondation France Liberté, qui a promis de transmettre leur donc leurs revendications aux plus hauts responsables de l'État. De son côté, Camille Sudre, le PDG de la télévision pirate Téléfreedom, s'est lui aussi élevé contre les incidents de l'année dernière et le pillage de la villa du directeur de RFO Réunion. Monsieur Fabius, la réduction des inégalités sociales est l'un des thèmes favoris de la gauche depuis 10 ans. Danielle Mitterrand elle-même pourtant s'est étonnée d'une telle misère dans un département français. La Réunion, c'est un constat d'échec pour la gauche? La Réunion, c'est une terre où depuis très longtemps il y a beaucoup d'inégalités. Il en subsiste encore aujourd'hui de très grandes, de trop grandes, et même si du travail a été fait en 5 ans, en 10 ans, visiblement pas un travail suffisant. Et ça veut dire que pour les responsables, ça amène non pas à changer d'attitude, mais à être, si c'est possible, encore plus efficace dans la réduction des injustices. Il faut ajouter qu'à La Réunion, on a un problème spécifique qui est très très lourd, c'est qu'il y a une augmentation de la démographie chaque année, de la population qui est considérable. Et même si on crée des emplois, même s'il y a beaucoup de classes qui sont créées, même s'il y a beaucoup d'aide sociale qui est donnée, la population augmente considérablement. Je voudrais revenir d'un mot sur ce qui a servi peut-être de déclencheur à la crise, c'est-à-dire cette question de la télévision. Je crois que, sans me prononcer sur le fond, la télévision de service public, en l'occurrence RFO, a aussi un rôle majeur à jouer et il faut qu'elle puisse diffuser souvent, durablement et être à l'écoute de ce que veulent les gens. Parce que là-bas, il y a très peu de divertissement, les gens ont envie d'avoir une télévision de proximité. Pourquoi est-ce que le service public n'en serait pas capable? Je crois qu'il l'est et je souhaite qu'on aille dans cette direction-là. Alors, Claude Sudre, le PDG de la télévision pirate, donc Téléfreedom, déclare que la solution au problème d'emploi, de logement ne peut pas venir du jour au lendemain, mais que la possibilité donnée à Téléfreedom d'émettre de nouveau est la seule demande immédiate qu'on puisse satisfaire. On va lui donner cette autorisation d'émettre à votre avis, je ne sais pas, je pense que ça dépend du Conseil de l'audiovisuel. Il y a un problème spécifique de la télévision, mais il y a aussi les problèmes de fond que vous avez rappelés, et il faut s'attaquer aux uns et aux autres, en disant avant toute chose que la violence n'est jamais une solution. On peut la comprendre et il faut réfléchir aux causes de la violence, mais ça n'est jamais une solution. Seriez-vous favorable à la création d'une cellule de crise pour gérer les problèmes de la Réunion, comme celle qui a permis de régler les problèmes en Nouvelle-Calédonie? Les problèmes sont d'une autre nature, mais qu'il y ait une cellule de crise ou non, en tout cas, il faut très très activement se pencher sur la situation de la Réunion, qui est un territoire français et qui mérite
toute notre action vigilante. Vous ne craignez pas que cette crise puisse être le détonateur d'autres problèmes dans d'autres départements? Dans d'autres départements d'outre-mer, la situation est un peu différente, mais il faut toujours être vigilant parce que il y a un sentiment d'injustice dans beaucoup de ces départements. Il faut y répondre. En métropole, la rentrée parlementaire a été moins chaude que prévu. Le gouvernement, soutenu par l'opposition dans la gestion de la crise du Golfe, a évité les écueils du traditionnel clivage droite-gauche sur le dossier de la solidarité entre communes riches et communes pauvres. Charles Sanviti. Union sacrée, dernier acte, mardi au Parlement, quand s'ouvre la session extraordinaire, personne ne croit plus à la survie du consensus. Profession de foi, déclaration, l'opposition à l'Assemblée promet une bataille d'amendements sur la DGF. Traduisez, communes riches, communes pauvres, les unes paieront pour les autres. Au Sénat, idem, au programme le statut de la Corse, là aussi, la majorité sénatoriale promet un tir de barrage. Suivent non-stop au Parlement 96 heures de débat et contre toute attente, les pronostics s'inversent. Au moins à l'Assemblée, la guerre de position n'a pas eu lieu. En première lecture, le projet passe, les centristes s'abstiennent, l'UDF aussi, l'opposition est ébréchée sérieusement. Même au RPR, la dissidence s'installe, 9 élus s'abstiennent, comme Patrick Devidjian. Antony Sonfief est l'une des communes à bénéficier de la DGF. En revanche, au Sénat, pas de surprise, comme prévu, le statut de la Corse tombe à l'eau. 191 amendements déposés, le projet de loi est désossé. Peuple corse, refonte des listes électorales, exécutif local, le tout est jeté aux orties. Encore que, là aussi, 5 centristes dérogent à la discipline de vote. Finalement, au Parlement à droite, l'abstention vigilante semble progresser au détriment du RPR isolé dans son refus. À Matignon, on se frotte les mains. Cette compréhension, pense-t-on, est gage de majorité et de durée. Dans un communiqué, le centriste Jacques Barrot se félicite aujourd'hui que le Parlement ait joué librement son rôle de proposition. Les relations avec le CDS sont bonnes, presque idylliques. Il en faudrait plus au gouvernement? Je ne sais pas, mais moi j'en tire 2 leçons. La première leçon, c'est que pendant toute la période de la crise du Golfe, la politique a été, je dirais, à la hauteur de ce qu'il faut. Et moi je me suis senti très heureux d'être député, président de l'Assemblée, au milieu de beaucoup de députés. Je crois que les politiques ont fait ce qu'il fallait. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que, après cette période où la politique a été à la hauteur, tout d'un coup, elle devienne médiocre, voire minable. Alors, c'est là où, c'est ma deuxième réflexion. J'observe avec plaisir que le gouvernement a fait voter son texte largement, et je crois que c'est un bon texte, c'est un texte de justice fiscale. Mais n'en tirons pas la conclusion que quand il y a une opposition entre la droite et la gauche, ça veut dire nécessairement que le texte qui est proposé est mauvais. Je crois qu'en démocratie, il y a des occasions où on peut rassembler très largement, parfait, et puis des occasions où il y a une majorité, une opposition. Ça ne veut pas dire que c'est moins démocratique. Enfin, en l'occurrence, moi comme président de l'Assemblée, je me réjouis de cette bonne atmosphère. J'espère que ça va continuer, je l'espère. Alors, dimanche dernier, devant vos amis au Grand Quevilly, vous avez appelé au renouvellement de la gauche. Le renouvellement de la gauche, il passe par quoi? Il se traduit comment? Et il se déroule quand? J'ai appelé au rassemblement du Parti socialiste et au renouvellement d'un certain nombre d'idées. Le rassemblement, c'est facile à comprendre. Je crois que quand on se dispute, quand il y a des querelles de personnes, ça n'a aucun intérêt. Et donc les gens s'éloignent de la politique et on les comprend. Donc il faut essayer de rassembler. Point numéro 1. Clarifier la situation. Clarifier la situation, mais rassembler les énergies. L'autre point, c'est que, les temps changent. La gauche, ça fait longtemps qu'elle gouverne. Il y a des valeurs qui sont les siennes qui restent parfaitement actuelles. Mais il y a un certain nombre de propositions qui font ajuster. Et c'est ce que j'appelle le renouvellement nécessaire, la modernisation nécessaire. Moi, c'est toujours ce à quoi j'ai cru. Donc, si on arrive à opérer ce rassemblement et cette modernisation des idées, je pense qu'on réintéressera. Si on n'y arrive pas, eh bien, on n'aura qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Alors, 2 petites questions encore sur le chapitre de politique intérieure. Autre dossier prochainement devant le Parlement, celui de la Corse. Juste une question sur cette appellation de peuple corse. Elle vous gêne ou pas? Non, je me demande si on ne dramatise pas les choses avec ces... vous vous rappelez, en 81, 82, on avait fait un texte sur la décentralisation. Et à l'époque, on nous disait, mais attention, la décentralisation, c'est avec le démembrement de la France. Pas du tout. La décentralisation est maintenant entrée dans les faits. Et cette expression-là, qui, surtout en Corse, est perçue, je dirais, d'une façon
ordinaire. Je crois qu'elle est dans le vent de l'histoire. Alors j'espère qu'on le comprendra. Donc dédramatisons, essayons de faire ce qui permet la spécificité, enfin la reconnaissance de la spécificité de la Corse, à l'intérieur bien sûr de l'ensemble républicain. La Corse fait partie de la République au premier chef. Un dernier mot, le sondage IFOP, Journal du Dimanche aujourd'hui, confirme la popularité du président de la République et celle de son Premier ministre, Michel Rocard. C'est un tandem qui fonctionne bien à vos yeux? Oui, qui est, je crois, apprécié par les Français. Maintenant, tout le problème pour les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on va arriver à donner ce que François Mitterrand et Michel Rocard appellent un élan nouveau, c'est-à-dire justice sociale, efficacité économique et vision d'un projet clair autour duquel les idées et les actions se rassemblent. Donc cet élan-là, c'est toute l'affaire des prochains mois. La météo maintenant en France et les effets de la tempête sur le sud-est du pays. Les rafales de vent soufflant à plus de 100 km/h ont provoqué de légers dégâts. Mais le pire a pu être évité grâce à la vigilance des secours qui avaient été mis en place. Commentaire de Dominique Dumas. Des palmiers et la Méditerranée sous la tempête, image insolite pour des vents dépassant parfois les 130 km à l'heure. Ce matin, ces rafales étaient accompagnées de fortes pluies. Hier, la sécurité civile a dressé des recommandations, éviter par exemple les travaux ou sports en plein air, les promenades en bord de mer, éviter aussi de s'abriter sous les palissades. Malgré cela, 6 véliplanchistes et 3 voiliers ont dû être secourus. Au total, 200 interventions dans le Var et les Alpes-Maritimes. Enfin, 4 incendies sont à dénombrer. À Mandelieu, où 2,5 hectares de mimosas ont été détruits ce matin, à Grasse, à La Valette et à Pierrefeu dans le Var. Malgré les rafales, les pompiers en sont rapidement venus à bout. Petite anecdote, les vents du sud ont amené ce matin sur Marseille une pluie de sable du Sahara. Enfin ce soir, la tempête semble s'être calmée, mais provisoirement, si l'on en croit la météo, qui prévoit des rafales jusqu'à mardi. Les sports maintenant, athlétisme, plus vite, plus haut, plus fort. Le soviétique Sergueï Boubka a encore battu hier soir à Grenoble son record du monde du saut à la perche. Il a franchi 6,12 m à son 3e essai et donné véritablement le sentiment à tous les observateurs qu'il pouvait franchir 6,15 m, voire 6,20 m. Et puis en Formule 1, je vous le disais en ouvrant ce journal, c'est le Brésilien Ayrton Senna qui s'est enfin imposé sur son terrain fétiche, celui du Brésil. Le champion du monde a survolé cet après-midi le Grand Prix du Brésil. Alain Prost, lui, s'est contenté de la 4e place. Commentaire de Didier Chaume. Devant 50 000 spectateurs, Ayrton Senna, dès le départ, prend les commandes de la course, talonné par les Williams Renault de Mansell et Patrese, alors que le Français Alain Prost occupe, lui, la 7e place. Les pilotes ont 71 tours à parcourir. Toute la première moitié de la course sera animée par le Brésilien. Dans son sillage, Nigel Mansell fait le pressing. 3 secondes seulement séparent les deux voitures. Mansell, malheureusement pour lui, devra lâcher prise après ce tête-à-queue et abandon de la Williams Renault. Les Ferrari de Prost et Alesi sont complètement à la dérive. Et c'est Patrese qui prend le relais de Mansell pour aller chercher le Brésilien qui a déjà course gagnée. Senna n'a effectué qu'un seul arrêt au stand, il ménage sa monture. Alors que l'arrivée se profile, la voiture de Senna émet des signes de fatigue. Patrese est sur ses talons. Première victoire d'Ayrton Senna au Brésil pour son 31e anniversaire. Ayrton Senna, tétanisé à l'arrivée, aura même bien du mal à soulever son trophée. Voilà, Monsieur Fabius, pour une fois, Alain Prost absent du podium. On vous a vu spectateur attentif mercredi dernier du match Marseille-Milan AC. Les Marseillais un petit peu fatigués hier soir. Oui, mais on comprend qu'ils étaient fatigués parce qu'ils ont fait un match mercredi qui était extraordinaire. Et je touche du bois, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner la Coupe d'Europe. C'était un match formidable. Le but de Waddle et puis le but manqué, et alors on a appris après qu'en plus il faisait ça sur ses réflexes parce que paraît-il il se rappelait ni son nom ni qui avait marqué le but, etc. J'aimerais bien avoir ces réflexes. Alors vous serez spectateur attentif donc probablement au Stade Vélodrome pour le match contre le Spartak de Moscou. Merci. Match retour à Marseille. Oui. Merci d'avoir été le grand témoin du 19-20 ce soir. À 22h30 dans Soir 3 avec Henri Chapier, je recevrai la comédienne Christine Scott-Thomas, héroïne du film d'Éric Rochon Aux yeux du monde. Tout de suite la météo complète de Fabienne Amiac. Très bon début de soirée.